En Guinée, nouvelle grève pointe-t-elle à l'horizon. La Fédération syndicale autonome des retraités civils et paramilitaires de Guinée n'exclut pas une mobilisation générale si toutefois ces revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. La télévision à l'honneur ce 21 novembre, une journée dédiée à ce médium, pas de célébration officielle en Guinée, mais notre reporter Adjaka Debari a sillonné la télévision nationale et la première née des télévisions privées de Guinée. Depuis plusieurs années, des tentatives de création d'une monnaie commune en Afrique sont en vue, mais certains États de la sous-région, comme le Nigeria, seraient encore réticents. Notre rédaction a rencontré un spécialiste de finances publiques. Et puis enfin une nouvelle et pas des moindres, le plus vieux des présidents africains, Robert Mugabe, âgé de 93 ans avec 37 ans de règne, a remis cet après-midi sa lettre de démission au Parlement zimbabwéen. Quelle a été la réaction du président en exercice de l'Union africaine? Élément de réponse à suivre. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Actualité oblige. C'est incroyable mais vrai. Le président Robert Mugabe vient de démissionner. L'annonce a été faite par le président du Parlement zimbabwéen, Jacob Mudamba, qui a annoncé que le président Robert Mugabe a remis une lettre de démission au Parlement. Le chef de l'État, âgé de 93 ans, était en résidence surveillée depuis l'intervention de l'armée mercredi dernier. Le président du Parlement zimbabwéen, Jacob Mudenda, a annoncé la démission de Robert Mugabe avec effet immédiat. Je veux vous faire part de ce qui suit. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe, daté du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. L'annonce a été faite ce mardi peu avant 17 h dans le bâtiment où étaient rassemblés tous les députés zimbabwéens qui devaient voter s'il acceptait de déposer une motion de défiance contre le chef de l'État. Alors que l'audience était en cours, le président de l'Assemblée nationale a reçu un courrier et l'a lu devant tous les députés, annonçant la démission de Robert Mugabe. Dès l'annonce, des centaines de personnes sont descendues dans la rue, devant le bâtiment, pour crier leur joie sous les sifflets et les klaxons. La demande du parti au pouvoir, la ZANU-PF, avait été faite devant les parlementaires d'engager une procédure de destitution contre le chef de l'État, âgé de 93 ans au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Pour rappel, l'armée du Zimbabwe a pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Les présidents sud-africains Jacob Zuma et angolais João Lourenço doivent arriver ce mercredi à Harare pour tenter de trouver une issue à la crise politique au Zimbabwe. À l'étranger, Theresa May a été la première à réagir à cette annonce. La démission de Robert Mugabe offre au Zimbabwe une nouvelle voie libre de l'oppression qui a caractérisé son pouvoir, a estimé la première ministre britannique dans un communiqué à propos de cette ancienne colonie britannique. Et bien interrogé par nos confrères de France 24 sur la démission du plus vieux président Robert Mugabe, 93 ans et 37 ans de règne au Zimbabwe, suivez la réaction en chaud du président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. La SADC est venue, la SADC a un chemin aujourd'hui à Luanda sur cela. Nous allons communiquer pour être en accord avec la SADC. Je pense que les positions que vont faire nos amis de la SADC aujourd'hui vont dans le même sens. Sont de demander simplement que la même personne n'assure pas la transition et être candidat aux élections en 2018. Toujours en parlant du Zimbabwe, après la manifestation de samedi appelant le vieux lion à démissionner dimanche, l'homme fort du Zimbabwe a été désavoué par l'armée et son propre parti politique, la ZANU-PF. Mais comment cette crise au Zimbabwe a fait partie le vieux renard? Robert Mugabe, commentaire signé Alpha Omar Barry.
Dans la matinée du dimanche 19 novembre, le président zimbabwéen s'est entretenu avec les généraux de l'armée pour la deuxième fois depuis le coup de force militaire de la semaine passée. Lors de leur première rencontre jeudi dernier, Robert Mugabe, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, avait catégoriquement refusé de démissionner de la présidence. Du côté de son parti politique, la ZANU-PF, qui n'avait jusque-là jamais fait défaut au camarade Bob, lui a lancé un ultimatum inédit. Démissionner d'ici lundi à la mi-journée ou faire face à une procédure de destitution. Lors d'une réunion d'urgence, la direction de la ZANU-PF a également décidé de lui retirer son titre de président du parti et de le remplacer par Emerson Mnangagwa, ancien vice-président dont le limogeage le 6 novembre a précipité la crise actuelle. Ce dernier a également été nommé candidat officiel de la ZANU-PF à l'élection présidentielle de 2018 en remplacement du chef de l'État dont il a été longtemps le bras droit. L'ambitieuse et impopulaire épouse du chef de l'État, Grace Mugabe, a quant à elle été purement et simplement exclue du parti. Autant dire que Robert Mugabe n'a jamais été aussi proche du terme de sa présidence. La capitale, Harare, a vécu samedi sa plus grosse manifestation depuis l'indépendance pour célébrer en avance le départ du vieux lion. Elle était à nouveau en ébullition hier dimanche. Jusqu'à présent, l'armée, qui dément avoir fait un coup d'État, tente de négocier à l'amiable le départ du président Mugabe. L'affaire n'est cependant pas aisée. Le vieux Mugabe, qui s'endort régulièrement en public, a la réputation d'être coriace et enfin tacticien. Autre actualité qui fait la une en ce moment, des vagues d'indignation des leaders et autres célébrités du continent depuis quelques jours fusent de partout contre la vente des immigrés en Libye, dont les images ont été diffusées par la chaîne américaine CNN il y a quelques mois. La situation fâche plus d'un, d'où la réaction des Africains qui veulent ainsi obliger leurs dirigeants à trouver une solution à ce phénomène d'un autre âge. Lansana Traoré nous en dit plus. Cette vidéo des migrants vendus en Libye publiée le 15 novembre dernier par la chaîne américaine CNN a provoqué une vague d'indignation sans précédent sur le continent. D'où plusieurs interpellations des dirigeants et célébrités africains contre cet acte odieux. Des initiatives fusionnent pour s'insurger contre le sort des migrants. Si jusque-là, peu de chefs d'État ont tenu à réagir sur la question, l'ampleur de l'indignation ne cesse de s'amplifier sur le continent, comme le témoignent les propos du président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine vendredi 17 novembre, sur les antennes de nos confrères de Vox Africa. L'Union africaine condamne de la façon la plus totale et la plus nette, et c'est quelque chose qui me révolte et qui révolte tout Africain, en plus de forte raison le président de l'Union africaine. Donc nous allons prendre des dispositions nouvelles de l'Union africaine pour obliger les pays qui ont permis cela, les obliger à mettre fin. A précisé que le président guinéen n'est pas le premier à réagir, puisqu'à la veille, c'est le président du Niger, Mamadou Issoufou, qui a montré son indignation face à cette situation que l'ONU qualifie d'inhumain et d'outrage à la conscience humaine. En plus de protester auprès des autorités libyennes à travers son diplomate à Tripoli, le gouvernement nigérien a convoqué l'ambassadeur de la Libye pour des explications. Le Niger entend d'ailleurs inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain sommet UEA-UE qui se tiendra à la fin du mois à Abidjan. Également, le Sénégal a tenu à dénoncer fermement le trafic d'êtres humains qui sévit sur le territoire libyen. Il l'a fait savoir sur la page officielle de son département des affaires étrangères. Du côté des activistes panafricains, ils ont tenu à faire part de leur coup de gueule. Si le président de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donne l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités. Les dirigeants ne disent rien, les intellectuels ne disent rien, les journalistes ne disent rien du continent, personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez comme ça les uns les autres se faire vendre. Qu'est-ce que les descendants d'esclaves comme moi peuvent penser? Partout sur le continent, des citoyens et des organisations de la société civile ont organisé des manifestations devant des représentations diplomatiques libyennes. Cette fois-ci,
Au-delà des condamnations officielles, l'opinion africaine s'attend vraiment à une prompte réaction des dirigeants africains, notamment que des réponses appropriées soient apportées à cette problématique migratoire. Une vraie plaie pour le continent avec toutes les conséquences qu'elle engendre. Dans ce journal également et dans les titres, depuis plusieurs années, des tentatives de création d'une monnaie commune en Afrique sont en vue, mais certains États de la sous-région, comme le Nigeria, seraient encore réticents. Notre rédaction a rencontré un spécialiste de finances publiques. Il nous décortique cette initiative des Africains avec Aïssatou Bari. Le franc CFA, franc de la communauté financière africaine, plus que jamais décrié à ce jour. Après des tentatives de création de la ZMAO, des dirigeants du continent projettent la mise en place d'une monnaie unique entre les pays concernés. Une annonce faite lors de la dernière visite en Guinée du chef d'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara par Alpha Condé, actuel président en exercice de l'Union africaine. Et depuis, les avis sont tranchés. D'aucuns prônent la mise en place de cette monnaie unique qui se définit comme étant une monnaie partagée par plusieurs États et qui remplace les monnaies nationales. Et d'autres, en revanche, rejoignent cette autre option, celle de créer une monnaie commune. À ce sujet, ce spécialiste des finances publiques éclaire la lanterne des uns et des autres. L'idée de monnaie commune veut tout simplement dire, dans l'espace concerné, chacun des pays garde sa monnaie, mais les pays se réunissent pour utiliser une même monnaie. Ça veut dire qu'il y aura au moins deux monnaies qui circulent. Par exemple, si l'espace CEDEAO décide d'avoir une monnaie commune, ça signifie que le franc guinéen va rester, le CFA va rester, mais on aura après une autre monnaie, je ne sais pas, monnaie de la CEDEAO, qui va circuler en même temps que les monnaies nationales. La réalisation de cette monnaie unique n'est pas pour demain, puisque le Nigeria, première puissance économique de l'Afrique occidentale, se montre pour l'heure réticent. La mise en place de la monnaie ne serait profitable pour les pays de la CEDEAO que si, surtout les grands partenaires économiques, les pays les plus puissants de la CEDEAO acceptent d'y adhérer et jouer franchement. À défaut, nous resterons encore au niveau purement de cadre politique, des déclarations que nous avons tous connues, parce que n'oubliez pas, il y a de cela plus de 15 ans, on parle de la mise en place de la monnaie de ZMAO. Et ces derniers temps, jusqu'en 2016, sur les 10 critères, il y avait très peu de pays qui ont pu respecter 3 ou 4. Mais que ce soit une monnaie unique ou celle commune, la meilleure solution serait de s'armer à l'interne, selon ce financier. J'aurais fortement souhaité à ce qu'on puisse faire une politique monétaire restrictive en Guinée, une bonne gestion de notre monnaie pour redonner la valeur au franc guinéen. Parce qu'une monnaie commune avec un franc guinéen faible, la Guinée part déjà dans la compétition perdante. Donc au lieu de s'engager sur le plan international, il faudrait mieux se préparer à l'interne. Pour le bien-être financier de la Guinée, 3 thématiques se posent. La valorisation du franc guinéen déjà en place, la mise en place d'une monnaie commune ou la création d'une monnaie unique. La pression sociale s'accentue sur le gouvernement après les syndicats de l'éducation. C'est au tour de la Fédération syndicale autonome des retraités civils et paramilitaires de Guinée d'hausser le ton pour elle. Les retraités de Guinée vivent dans des conditions épouvantables, à en croire ces syndicalistes. Certains retraités ne touchent que 50 000 francs guinéens par mois. Je vous propose d'écouter Elhadj Mamadi Camara, le secrétaire général de la FESAREC. En République de Guinée, les retraités civils et paramilitaires continuent péniblement la traversée du désert. Comment peut-on comprendre que les autres faibles pensions mensuelles de 45 000, 75 000, 150 000, 350 000 et même de 435 000 au-dessous du SMIC, 440 000, ne soient pas relevés
Voilà des exigences sociales que le gouvernement néglige volontairement pour entretenir dans le pays l'injustice, la corruption, le régionalisme, l'impunité, etc. Le tout dans la malgouvernance. Pour ajouter, ces syndicalistes n'excluent pas une mobilisation générale pour exiger l'augmentation de leurs pensions, mais avant d'en arriver là, ils soumettent au gouvernement une série de revendications. On écoute à nouveau Elhadj Mamadi Camara au micro de Mamadou Lamine Barry. Nous demandons cette fois-ci l'intervention du chef de l'État pour ce qui suit. 1. Le relèvement effectif de toutes les faibles pensions à hauteur du SMIC, 440 000 francs. 2. Le paiement mensuel des pensions à la Caisse nationale de sécurité sociale. 3. L'augmentation de 30% de toutes les pensions sans exclusive au-dessus du SMIC. Autre registre de l'actualité, la Guinée d'industrie GI soutient l'éducation en Guinée. Ce lundi, 10 meilleurs étudiants des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Général Lansana Conté de Lambagny et Kofi Annan dans la filière génie civil et architecture ont reçu des cadeaux de la part de cette entreprise. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'enceinte de l'université Gamal Maniankondé, Mohamed Lamine Kaloga. Dans le cadre du respect de sa responsabilité sociétale, la Guinéenne d'industrie GI Ciment met l'accent sur le soutien à l'éducation nationale. Ce lundi, 10 meilleurs étudiants dans les filières de génie civil et architecture des universités de Gamal Abdel Nasser de Conakry, Kofi Annan de Guinée et l'Institut général Lansana Conté de Lambagny se sont vus récompensés. Le coût total du don, que sont des ordinateurs et des enveloppes symboliques, s'élève à 120 millions de francs guinéens. Un geste qui vise à promouvoir l'excellence dans les écoles. Nous avons décidé cette année de donner des bourses d'études, mais aussi d'accompagner le secteur éducatif dans leur quête d'amélioration des conditions de travail et d'études de nos chers étudiants qui sont les garants de la qualité de nos infrastructures demain. Les 3 meilleurs étudiants de génie civil de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, 3 meilleurs étudiants de l'institution d'enseignement supérieur général Lansana Conté de Lambagny, le meilleur étudiant de l'Institut d'architecture vont chacun recevoir un ordinateur de dernière génération avec un montant, une enveloppe significative pour l'achat des logiciels. Chacun des 3 étudiants, les meilleurs étudiants de Kofi, recevra 14 450 000 francs, représentant une année de scolarité. Le choix de ces institutions d'enseignement supérieur n'est pas fortuit. Ils sont, selon le responsable commercial de GI, la fierté nationale en matière de formation en bâtiment et travaux publics. Les récipiendaires ne cachent pas leur satisfaction. Qu'une société décide de soutenir les étudiants, et j'avoue que depuis l'année dernière, en tout cas, l'usine GI a ouvert ses portes aux étudiants de Kofi Annan. J'ai eu l'occasion de les accompagner. Ils nous ont fait visiter les installations de GI et ils ont appris beaucoup de choses concernant les matériaux aux étudiants de génie civil de l'université Kofi Annan. J'encourage aussi les autres étudiants à tenter l'expérience parce qu'il est toujours important de connaître les matériaux de construction. Cette autre action de GI Industrie qui vise à accompagner matériellement et financièrement les étudiants vient s'ajouter à ces nombreux dons, notamment dans le cadre de la prise en charge de la scolarité des étudiants issus des familles défavorisées. Dans ce journal également, ouverture ce mardi de l'atelier de restitution de l'étude des aires marines protégées dans l'espace Wamer. Cet atelier de 2 jours a regroupé plusieurs experts africains et européens. Sontifore Souma pour le reportage. Venus des différents pays africains, ces experts de gestion des ressources marines et de réduction de la pauvreté dans l'écorrosion Wamer séjournent actuellement à Conakry. Objectif: faire la restitution de l'atelier de l'étude sur l'efficacité de gestion des aires marines protégées dans l'espace Wamer.
financés par les partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette rencontre des acteurs de la pêche s'étendra sur 2 jours. Son rôle capital pour la sécurité alimentaire et la création d'emplois n'est plus à démontrer. Néanmoins, la gestion des ressources halieutiques est une problématique majeure pour cette région ouest africaine, où la gouvernance du secteur et les moyens investis sont confrontés à des défis majeurs. La pêche illicite, non déclarée et non réglementée, plus communément appelée la pêche INN, constitue la menace la plus préoccupante pour l'Afrique de l'Ouest. Le PNUD n'a qu'une seule ambition, améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche en vue d'éradiquer la pêche illicite. Le secteur de la pêche en général et de la pêche artisanale en particulier joue un rôle stratégique en Afrique de l'Ouest. Je reste convaincu que les conclusions de vos travaux permettront aux acteurs de l'espace Wamer d'adopter un plan d'action régional pour l'amélioration des conditions de fonctionnement des aires marines protégées, et ceci au service d'une gestion durable des ressources marines et côtières. Le représentant du ministre de la Pêche a, dans son allocution, salué l'initiative de ce projet avant de revenir sur quelques réalisations. La mise en œuvre de ce programme Goamer a considérablement amélioré les conditions de travail et de vie des communautés côtières de la Guinée. La fabrication de la distribution de 100 caisses, la réhabilitation de 5 hangars de fumage de poissons, la réalisation des campagnes d'information, de sensibilisation des acteurs de la pêche et de l'environnement, la distribution des bâches et outils de travail au niveau des débarcadères du littoral, la tenue des ateliers sur l'indice de gouvernance des ressources marines et côtières, ainsi que surveillance participative de l'aire marine protégée des îles de l'Océan. Lancé en 2012, ce projet regroupe plusieurs pays africains, dont la Gambie, le Cap-Vert, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Ce 21 novembre marque la journée mondiale de la télévision, une journée mise à profit par l'UNESCO pour encourager des mondiaux de programmes télé, mais aussi de ressortir l'importance de la télé qui constitue un outil précieux de communication. Cependant, en Guinée, cette journée n'a pas été officiellement célébrée, mais notre rédaction a fait le constat sur les programmes télévisés guinéens. Adjakade Barry nous fait le point. L'avènement de la télévision a facilité l'accès universel à l'information grâce à son instantanéité et sa complémentarité. C'est pourquoi, le 21 novembre de chaque année, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1996. En Guinée, cette journée passe inaperçue malgré la pluralité des télés. Ce matin, de passage dans les locaux de Gangan TV, la première née des télévisions privées, nous avons abordé le programme des émissions diffusées. Oui, depuis la création de Gangan TV en 2010, on a eu beaucoup d'émissions qu'on a pu gérer, tantôt avec des difficultés, mais nous avons réussi quand même à tenir le coup. Parmi ces émissions, vous avez l'une des émissions phares après le journal, c'est Café Débat qui peut venir comme les émissions les mieux suivies sur le plan politique. Café Débat, c'est d'abord une émission télé, c'est aussi une émission quotidienne qui constitue un peu un espace de décryptage de l'actualité au quotidien et donc qui essaie de donner la parole à toutes ces personnalités qui peuvent être concernées par des sujets d'actualité. Ça peut être des sujets politiques, des sujets d'ordre économique, social. Aujourd'hui, j'ai donc une audience très importante qui admire beaucoup l'émission. Au fil du temps, la télévision est devenue un intime ami aux téléspectateurs car elle constitue à la fois pour eux une source d'information, d'éducation et de sensibilisation. Il m'arrive souvent de regarder la télé, très souvent même, pour avoir des informations et être en contact avec le monde extérieur, comme vous le voyez. Déjà, il y a plusieurs chaînes qui jouent. Cependant, contrairement à ce téléspectateur, Guiba est un jeune diplômé qui préfère les sites d'information à la place de la télévision.
quand même, je n'ai pas le temps pour regarder la télé. Ouvrir un site pour chercher une information, cela ne me dit absolument rien. Je regarde après, je sors dedans. Comme c'est mon téléphone déjà, là, ça ne me dit rien. Mais s'asseoir à la télé quand même, prendre du temps, même si c'est 10 minutes ou 5 minutes, c'est un peu difficile pour moi. Même si les émissions télévisées guinéennes ont participé à l'épanouissement des générations, beaucoup reste encore à faire, estiment quelques doyens de médias. On produit peu ou pas, alors que la Guinée est une mine d'informations. On pouvait descendre sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Rien qu'à Conakry, il y a plein de choses à dire. Je pense qu'on aurait pu revisiter le contenu des programmes pour informer les Guinéens sur les problèmes de société en Guinée, pour faire remonter la culture, pas être des caisses de résonance des autres chaînes étrangères. Et puis le ministre du Commerce était ce week-end à Guéguédou. Marc Yombouno était allé assister à la finale du tournoi interclub doté du trophée Hadja Saran Kaba. L'initiative vient de l'Association des jeunes en action pour le développement de Guéguédou. Ce mouvement de jeunes compte à travers le sport promouvoir la paix et la quiétude sociale dans la préfecture de retour de Guéguédou. Bernard Akunduno Oumar Souma. Et je vous demande de jouer sans brutalité et que vraiment la paix soit au bout de toutes vos actions. C'est par ces mots que le ministre du Commerce a donné le coup d'envoi de cette finale du tournoi interclub de Guéguédou, doté du trophée lieutenant-colonel Hadja Saran Kaba. Il est organisé par l'Association des jeunes en action pour le développement de Guéguédou. L'initiative vise à promouvoir la paix et la quiétude sociale entre les fils de la cité de Kendena Dembadounou. Cette manifestation sportive qui nous réunit est une initiative de l'Association des jeunes en action pour le développement de Guéguédou, en vue de promouvoir la quiétude sociale, la concorde et la coexistence pacifique de toutes les communautés vivantes à Guéguédou. Chaque fois, s'il y a des crues en Guinée, on dit c'est à Guéguédou. S'il y a des crues, on dit à Guéguédou. Maintenant, moi, mon initiative, c'est pour réunir la jeunesse de Guéguédou, pour montrer à toute la nation que Guéguédou aussi, on est unis, on est ensemble, il n'y a rien ici sauf la paix. Lieutenant-colonel Hadja Saran Kaba est celle qui a été honorée par la jeunesse de Guéguédou à travers ce tournoi. Ceci vu son engagement et ses œuvres en faveur de sa préfecture natale. Sa représentante salue la démarche de la jeunesse qui consiste à promouvoir la non-violence à Guéguédou. Donnez-nous la main, pas de Kissi, pas de Malinké, on est tous des Guéguédouka. Je vous remercie beaucoup. Au nom de Hadja Saran Kaba, vraiment on est contente. 8 clubs de la préfecture de Guéguédou ont pris part à ce tournoi de football du 15 octobre au 18 novembre dernier. Parmi ces clubs, le FC Sanga et les Étoiles de la Forêt ont disputé la finale samedi au stade Kendena Dembadounou. Après 90 minutes d'affrontement, les Étoiles de la Forêt remportent la victoire aux séances des tirs au but. Dieu nous a donné cette année le trophée. Je remercie aussi l'association qui a organisé le tournoi. Après la finale suivie de la remise des trophées, des conseils ont été prodigués à la jeunesse de Guéguédou en vue de promouvoir la paix et la non-violence dans la cité. Aujourd'hui, la paix est une nécessité pour Guéguédou. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Une préfecture, chaque fois, régulièrement où il y a des conflits, personne n'a envie de s'installer dans cette préfecture. Donc faisons en sorte que ce qui s'est passé avant soit le passé et que le présent et le futur soient meilleurs pour nous et pour tous ceux qui souhaitent vivre à Guéguédou. Ce tournoi est le deuxième projet sportif de cette association en faveur de la non-violence à Guéguédou depuis sa création en février 2017. C'est sur cette page que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez-nous surtout sur le www.groupeevasionguinée.com. À tous, merci de l'attention.